bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, c'est le bilan, celui de l'année 2020, et vous en conviendrez aisément, celle-ci sort complètement du lot. Nous n'allons pas évoquer les tendances que nous avons observées, nous n'allons pas évoquer les 10 ou 12% de croissance du e-commerce versus l'année antérieure, nous n'allons pas identifier la start-up de l'année. Non, l'année est tellement spéciale que nous allons faire autrement. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir une amie comme l'année dernière. Cette personne, tout le monde la connaît, il s'agit de Flore Fauconnier. Flore, on ne la présente plus. Bref, avec Flore, donc, nous allons passer en revue une liste de thèmes qui, selon nous, ont façonné cette année coronavirus. Sans entrer dans une liste à la Prévert, on peut dire que nous allons d'abord parler du marché et du bouleversement des habitudes de consommation. Le confinement du printemps dernier a joué un rôle d'accélérateur de tendances sous-jacentes. Et dans la continuité des habitudes de consommation, nous évoquerons le business de la seconde main, du e-commerce et de façon plus globale, des attentes en matière de RSE. Ensuite, nous aborderons le sujet de la réponse du marché face au Covid. Comment la distribution s'est-elle adaptée? Quelles ont été les conséquences sur les métiers du secteur retail e-commerce? Comment les différents types d'acteurs économiques se sont-ils adaptés? En effet, l'accès au canal de vente digital d'un petit commerçant ne répond pas tout à fait aux mêmes enjeux que la mise en place d'un drive piéton pour une grande surface spécialisée. Pour autant, l'adaptation de l'un et de l'autre est essentielle. Bref, l'idée est de parler d'un maximum de sujets dont les mots-clés peuvent être omnicanal, Amazon, D2C ou Marketplace. Mais avant de commencer, Flore, on te connaissait en tant que journaliste. Depuis 1 an et demi, tu es dans le conseil e-commerce. Peux-tu nous en dire 2 mots ? Oui, bien sûr. Bonjour Cyril, ravi d'être avec toi. Alors, en effet, en 2019, j'ai rejoint le cabinet de conseil en stratégie e-commerce The Trace. Et du coup, j'accompagne des clients, donc des retailers, des fabricants, mais pas uniquement, parce qu'il y en a aussi dans l'énergie, la chimie, l'immobilier, ce qui est pas mal partant de fermeture de magasins. Et donc, je les accompagne dans l'élaboration de leur stratégie e-commerce, digital, omnicanal. Donc, ça peut être des études d'opportunités, de nouveaux business, nouveaux canaux, nouveaux pays, d'ouverture de marketplace, beaucoup. Là, plus l'année passée, plus je faisais de business plan. Des études de marché aussi, pour rassembler des informations parfois non circulantes, par exemple, quand ce sont des domaines où il n'y a pas d'études chiffrées de Xerfi qui existent sur un domaine. J'ai lancé cet été une offre direct to consumer pour aider les fabricants à affiner leur stratégie et leur plan d'action en la matière, donc site en propre, vente en marketplace, mécanique plus e-marketing. Donc voilà, une année très riche, même si elle était évidemment un peu rock'n'roll, mais pas que pour moi, pour tout le monde. Un peu rock'n'roll, juste pour conclure là-dessus, finalement, c'est vrai que le métier dans lequel tu t'es engouffré il y a 1 an et demi est différent de celui de journaliste. Tu es rentré plus peut-être dans l'exécution du business. Avant, tu racontais les histoires et là, tu es rentré à l'intérieur des business. Comment tu dirais la différence ? Oui, en tant que journaliste, j'étais un peu l'éternelle observatrice de ce que faisaient les autres. Donc j'avais vraiment envie de passer de l'autre côté, parce que c'était bien, mais un peu frustrant. Et du coup, là, dans le conseil, alors The Trace est assez spécialisé dans la transposition des stratégies digitales en organisation, projet, SI, etc. Moi, je suis plus sur la partie amont, donc d'élaboration de la stratégie. Mais voilà, ça peut être ça va jusqu'au cadrage de
de projet. Donc, on accompagne des clients pour se projeter, essayer de, par exemple, sur du direct to consumer, ça peut être des ateliers où on va aller regarder précisément quels sont leurs objectifs. Tu peux faire du direct to consumer pour vendre plus, pour dépendre moins de tes partenaires distributeurs, mais tu peux aussi en faire davantage pour capter de la donnée client, pour pouvoir ensuite affiner ton offre, ton marketing. Il y a toute une variété d'objectifs possibles, donc déjà c'est important pour ensuite décliner quel sera le bon canal, et ensuite, une fois que tu as décidé le bon canal, et ça on a toute une méthode de scoring pour, en fonction du potentiel à en attendre, des contraintes et des budgets, du dimensionnement de ce que ça représente comme implication pour la marque, mettre ça en face et puis ensuite déterminer le plan d'action adapté aux fabricants pour qu'il puisse lancer son direct to consumer. Bon, on pourra y revenir, c'est un exemple. Donc effectivement, c'est aider sur l'élaboration de la stratégie, mais de façon assez appliquée. Et comme The Trace, par ailleurs, est une entreprise étendue qui a fédéré tout un pool de freelance, on a une empreinte d'expertise très large et des profils qu'on peut placer quand nos clients basculent en mode projet et qu'ils ont besoin d'un product owner pour 4 mois ou des choses comme ça. Bon, c'est très clair. Merci pour ces précisions. Ça permet aussi de comprendre un peu mieux, finalement, le regard tout à fait pertinent que tu peux porter sur cette année 2020, à la fois avec cette casquette de journaliste antérieure qui te permet de mettre des mots sur des concepts, des observations, et puis ce côté professionnel où tu as été active dans l'accompagnement de certains acteurs e-commerce. On le disait en introduction, Flore, avant de rentrer dans la façon avec laquelle le marché s'est organisé et comment la distribution a modifié sa façon de faire durant 2020, il est important de revenir sur les consommateurs, comprendre un petit peu en quoi ils ont évolué. On échangeait avant d'enregistrer, tu me disais que je crois que tu avais un chiffre de Kantar. Oui, c'est Kantar, pendant son Consumer Day, donc last automne, a dit qu'en quelques mois, l'e-commerce français avait gagné 3 ans de développement. Donc il y avait différents chiffres qui circulaient après le premier confinement, mais voilà, maintenant on a un peu de recul. Je trouve que ça situe bien les choses en France. Effectivement. Et alors, ça me permet de rebondir sur l'ensemble des interviews que j'ai pu effectuer pendant le premier confinement au printemps. Une bonne trentaine, je crois. À la fois des prestats, mais aussi des vendeurs, et beaucoup de vendeurs. Et alors c'était des interviews courtes pour ceux qui les ont écoutées, une par jour de 15 minutes, mais ça permettait de vraiment comprendre un peu ce qui était en train de se passer sur le marché. Et ce que j'ai retenu de tout ça, en ce qui concerne les habitudes de consommation, c'est aussi l'accélération d'un certain nombre de tendances qui existaient avant, bien sûr, mais aussi l'acquisition et la découverte. Tu as dit, Kantar, finalement, on a gagné 3 ans. Globalement, si on est sur une croissance de 10% chaque année, globalement, on a une augmentation de 30%, on va dire, sur l'année 2020 versus avant. Pourquoi ? Et ce que je retiens, c'est que le confinement a imposé aux consommateurs, aux cyberacheteurs, des changements dans leurs habitudes d'achat. Il y avait quelque chose qui était assez ancré. On avait l'habitude, par exemple, en tant que consommateur, d'aller faire son plein alimentaire sur un site d'une grande surface, et puis on se faisait livrer une fois par mois. On avait l'habitude d'aller acheter ses livres également sur Internet. Très probablement ses billets d'avion et ses voyages. Le confinement, il a imposé finalement à tous les consommateurs de regarder ce qui existe ailleurs, dans d'autres secteurs. Et je me souviens d'une interview de Brico Privé qui me disait, pendant le confinement, les gens ont eu du temps et ils étaient chez eux, et donc ils ont eu envie de bricoler. Et habituellement, le bricolage, ils s'achètent tout de suite. Souvent, ils vont dans une grande surface de bricolage et puis ils achètent ce dont ils ont besoin. Là, c'était pas possible, ils ont fait autrement. Et puis, le tempo était différent. C'est-à-dire qu'il y avait le temps. On n'était plus dans le besoin immédiat. C'est pas grave s'il fallait attendre 3 jours, 4 jours avant d'être livré.
Brico-privé, c'est avant tout des ventes privées. Donc il y a des délais qui ne sont pas tout à fait les mêmes que si tu vas sur Amazon. Mais les produits sont peut-être mieux sélectionnés. Et ils ont observé un accroissement phénoménal des ventes pendant le confinement parce que les gens étaient prêts à attendre. Et puis ils ont découvert des nouveaux secteurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après le confinement, évidemment, il y a eu un amortissement, c'est-à-dire les croissances et les volumes qui étaient observés pendant le confinement n'ont pas été maintenus, c'est normal. Pour autant, ils étaient largement supérieurs à ce qui existait avant. Ils ont fait de l'acquisition. Et les personnes, les consommateurs qui ont découvert qu'on pouvait trouver des produits intéressants dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres biens de consommation que ceux pour lesquels ils avaient l'habitude d'acheter, eh ben, ils ont maintenu leurs habitudes. C'est ça l'acquisition. Alors, en effet, c'est très vrai pour le bricolage, pour l'aménagement de la maison, du jardin, etc. C'est évidemment super vrai aussi pour l'e-commerce alimentaire, où on a vu les comportements d'achat s'installer. Donc, en particulier, les plus grosses progressions ont été faites sur les quinquas et les sexagénaires, où la pénétration de l'e-commerce alimentaire a vraiment accéléré. Et les gens sont restés, puisque c'est aussi un chiffre de Kantar qui dit que, par exemple, sur ces deux populations, la moitié de ces nouveaux clients dans ces classes d'âge sont restés, enfin sont revenus après le premier déconfinement. Et c'est ce qu'on observait aussi dans les autres pays. Donc en fait, ces nouveaux clients, il y en a la moitié qui restent. Il y en a la moitié qui repartent, mais voilà, moi je vois dans mon quartier, c'est lancé, donc c'était pas prévu évidemment, juste avant le premier confinement, monmarché.fr, site d'alimentaire frais, exceptionnel, super service, super produit, parfait. Je pense qu'ils ont fait une croissance incroyable. Moi, je continue à acheter chez eux. Alors, ça m'a alimenté pendant tout le confinement. En plus, là, ils ont une super politique de parrainage très maligne. Maintenant, je vois leurs petits vélos électriques dans le quartier sans arrêt. Donc, je pense que c'est vraiment des comportements qui restent et le chiffre que je retiens, c'est que tous ces nouveaux comportements pendant le premier confinement, ces nouveaux clients, il y en a au moins la moitié qui ont gardé ces comportements d'achat. Exactement. Ça, c'est pour ça que c'est une acquisition qui est intéressante. C'est vraiment du recrutement. Derrière, il y a tous les enjeux de CRM qui vont en découler. Tu as commencé à l'évoquer avec monmarché.fr, mais c'est vrai que de façon globale, pour l'ensemble des acteurs économiques, il y a des enjeux de CRM. Peut-être qu'on reviendra sur le sujet. Ces comportements d'achat ont été un peu modifiés, bouleversés, et puis des tendances, je le disais tout à l'heure, existantes qui se sont accrues. Je pense plus particulièrement aux enjeux, on va dire, de sourcing des produits, d'où ça vient, les enjeux de RSE. C'était quelque chose qui existait avant, bien sûr. Les consommateurs étaient de plus en plus sensibles à l'impact carbone des produits, au lieu de fabrication des produits qu'ils achetaient sur Internet. Le premier confinement a accéléré cette tendance. Et pourquoi ? Parce que en fait, les consommateurs se sont aperçus que pour leur santé, à l'issue du premier confinement, et je pense que beaucoup s'en souviennent, on était dépendant de la Chine. Le sourcing des médicaments venait de Chine. Et que quand tout s'arrête, ça commence à poser problème. Et là, ça a permis d'ouvrir le débat. Je ne sais pas si tu t'en es aperçu, mais finalement, les gens se sont quand même vachement posé de questions sur les médicaments, ils sont fabriqués en Chine. Ok, c'est ma santé, donc il y a des questions. Mais de façon plus globale, quand j'achète un jean, quand j'achète de l'électronique, d'où ça vient, comment ça vient, et puis là-dessus se greffaient les problèmes économiques du pays, les gens qui se retrouvent au chômage partiel, et alors là, il y a plein de questions qui sont posées, mais moi je préférerais payer peut-être plus cher pour pouvoir revenir. Alors, est-ce que c'est des effets de la mode ? Je crois pas. C'est vraiment des sujets qui sont prégnants, qui sont au cœur de plus en plus des consommateurs, avec cette espèce de comment dire, schizophrénie, c'est-à-dire c'est complètement incohérent. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette volonté d'acheter mieux, des produits bien sourcés, bas carbone, et puis il y a de l'autre côté la réalité économique. On le voit bien, on est en récession, on s'attend à moins 9% de PIB sur 2020.
2021, on commence à dire que ça va pas être la reprise attendue comme on l'espérait. Concrètement, c'est des gens qui sont au chômage, du pouvoir d'achat qui baisse. Face à cette réalité économique, comment on fait le choix, comment on arbitre en tant que consommateur entre un produit qui est peut-être bas carbone mais qui est plus cher et un produit moins cher mais qui est fabriqué en Chine et qui respecte moins des enjeux RSE. Il y a toute cette réflexion qui est pas simple. Après, côté distributeur, marque, parce qu'il y a cette ambivalence entre j'ai moins d'argent, donc il faut que j'achète au moins cher, mais en même temps, j'ai pas envie d'acheter n'importe quoi. Ce qui nous permet de passer sur le sujet du marché, Flore. On a vu donc ces consommateurs qui sont tiraillés entre le cœur et le porte-monnaie. On a vu des habitudes d'achat qui ont réellement changé, des tendances qui existaient, qui se sont vues accélérer. Face à tout ça, à ce bouillonnement côté consommateur, comment, selon toi, les distributeurs, les marques, les e-commerçants se sont-ils adaptés ? D'abord, il y en a qui n'ont pas réussi. Ça a été quand même une année avec beaucoup de redressements judiciaires, parfois se terminant mal. Donc de fermeture évidemment, de liquidation. Ça c'est je pense quand même le truc numéro un. Nous en étant dans l'e-commerce, dans le digital, on peut avoir tendance à être focus sur ce qui va bien, les projets, les initiatives qui construisent. Ça a quand même été une année très dure pour beaucoup de monde. Et en rétro-planning, je vois là en septembre c'était Bio C'est Bon qui était placé en RJ. En septembre il y a eu Kidiliz aussi. L'AL chez Vivarté qui a été placé en RJ cet été. RJ redressement judiciaire. Redressement judiciaire et qui est liquidé depuis le 30 octobre. En juillet, c'est le Tati de Barbès qui a fermé définitivement. Alors bon, c'est un magasin, mais qui est quand même qui reflète quelque chose. C'est peut-être un truc de Parisien, bon, peu importe. Veryware en redressement aussi. Maxi Toys qui était en sauvegarde, donc belge en sauvegarde, puis repris par Kingjoy en août. Parashop, Camailleux, Alinea, Naf, André, beaucoup de redressements judiciaires. Et puis But avec Conforama. Voilà, donc il y a eu aussi des regroupements. Danone a annoncé la suppression de 1500 à 2000 postes dans le monde. Là, en novembre, c'est pas des rien. Postes clés, hein, c'est pas des postes dans des usines. Hein, exactement. Et puis bon, on parle des grandes enseignes, des grandes marques, mais il y a aussi beaucoup de petits indépendants, évidemment, les galeries commerciales, les centres commerciaux, pour qui ça peut être extrêmement compliqué. Bon, à côté de ça, plus dans notre domaine à nous, on a vu aussi une accélération globale des sujets digitaux, en tout cas les plus centraux, les plus structurants, ceux qui apportent le plus de valeur. Et puis il y en a d'autres qui ont été remis à plus tard ou abandonnés, puisque quelque part, quand un distributeur a moins de ventes magasins, parce qu'il a fermé ses magasins, il a moins d'argent à réinvestir dans le digital, quand il y a du chômage partiel et que la division digitale aussi doit contribuer à l'effort de guerre, il y a moins de gens pour mener les projets. Donc, ça n'a pas été non plus une année où on a fait e-commerce, ou omnicanal, ou marketplace. Donc, qui sont un peu les trois, ou attention sur les livraisons, etc. Donc, ça a été, il me semble, beaucoup plus une année de repriorisation, de réorganisation des roadmaps. Qui n'est pas figé. Oui, et qui continue. Là, on est le 21 décembre. Et il y a quand même beaucoup d'enseignes qui sont toujours en train d'affiner les budgets de l'an prochain. Évidemment, il y a beaucoup d'inconnus, donc il y a un côté soit naviguer à vue, soit beaucoup d'agilité selon comment on observe les choses. C'est vrai. Et, pour compléter ce que tu viens de dire, je vais prendre un exemple qui est celui de Fnac Darty, un groupe qui est quand même solide, mais qui est avant tout un réseau de distribution. Fnac Darty, je crois, a eu un prêt garanti par l'État de 500 millions d'euros. Même si ils ont reçu des awards pour tout ce qu'ils ont mis en place dans les sujets digitaux et omnicanaux, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que les croissances, et effectivement les sites de Fnac et Darty ont eu des fortes croissances et sont reconnus comme étant finalement une réponse intéressante dans le digital.
en quelque sorte un peu plébiscité par les consommateurs. On n'a pas à démériter face aux grosses plateformes comme Amazon, quand on s'appelle Fnac Darty. Pour autant, la réalité économique de cette entreprise-là, elle est hyper fragilisée, puisque à aucun moment, le digital a permis de compenser l'ensemble de l'absence de vente qu'il y a eu pendant le premier et puis le deuxième confinement. Donc c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, des enseignes qui sont très digitalisées, qui sont des pionniers dans la façon avec laquelle ils appréhendent le digital, l'omnicanalité ou même les activités marketplace, il y a derrière cette réalité de terrain qui est celle des magasins, des points de vente qui ont été fermés et qui ont mis à mal l'entreprise. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ils attendent vachement de savoir comment ça va se passer sur fin 2020, jusqu'à décembre, fin décembre, pour pouvoir se projeter, enfin, si tant est que ce soit possible, sur 2021. Et je crois qu'évidemment, ils naviguent à vue. Les budgets, aujourd'hui, dans beaucoup d'enseignes, ne sont pas finalisés. Les budgets d'investissement, même dans le digital, même s'ils savent que l'omnicanalité ou les marketplaces, c'est quelque chose de crucial pour l'avenir, ils sont encore un peu dans l'attente. Alors, je partage complètement ton constat. Je pense que tu vois, tout à l'heure, on disait, Kantar estime qu'on en a gagné 3 ans en quelques mois d'un point de vue conso. On a aussi gagné du temps au sein même des enseignes, en fait, sur le développement de toutes les mécaniques digitales, vraiment au sens large, et en particulier sur l'omnicanal. C'est plus un nice to have, c'est la condition de survie. Donc, on l'a vu de 1000 façons. Et notamment sur, je pense au réseau de franchisés ou d'indépendants, où le digital, qui est souvent mené en centrale, pouvait être encore plus que chez les autres, vu comme un concurrent, etc. Là, une fois qu'ils ont compris que ça pouvait apporter des ventes drive, ils ont voilà, je connais des enseignes chez qui l'état d'esprit a complètement basculé. C'est vrai aussi dans les codir, où c'est plus le petit projet sympa, avant même que nous, par exemple, on défende un projet en réunion de budget. Le CODIR savait déjà de quoi on parlait, était déjà convaincu, que ce soit sur une ouverture de marketplace à condition qu'elle implique les magasins, voilà, des tas de sujets comme ça. Et donc ça aussi, c'est super important. Et puis... on a sur l'omnicanal, alors tu cites des exemples où on a vu effectivement pas mal de grandes surfaces spécialisées, donc non alimentaires, dégainées au quart de tour, alors même avec des bouts de ficelle parfois, mais des drives piétons, voilà, du click and collect sur des parkings, et puis qui ensuite ont commencé à industrialiser les choses pour que ce soit voilà, plus solide. Ils ont tellement bien fait ça pendant le premier confinement que pendant le deuxième, il y en a qui sont arrivés à compenser les fermetures de magasins purement par le online et le click and collect. Ce qui est quand même la preuve qu'ils avaient super bien réagi le premier coup. C'est complètement vrai, et il y a 2 raisons qui expliquent ça. Là, on pense à des gens comme, par exemple, Leroy Merlin ou Boulanger, voilà, ce type de distributeur. 2 raisons qui expliquent probablement ça. La première, c'est la qualité d'exécution avec laquelle ils ont mis en place ces nouvelles opérations. Et ils se sont aperçus d'une chose dans le premier confinement, c'est qu'on casse les codes, on casse les a priori, et finalement, on simplifie un bon nombre de processus de décision, et on arrive à mettre en place des choses qui fonctionnent. Donc ça a un impact fort sur la culture d'entreprise. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas des mammouths inamovibles et qu'eux aussi, ils pouvaient faire preuve de flexibilité et d'innovation. Ça, c'est le premier point. Et grâce à ça, ça a permis aux consommateurs de vivre une expérience d'achat qui a été à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Finalement, les consommateurs se sont dit « Waouh, je peux malgré tout, dans ces enseignes, dans ces grandes surfaces spécialisées, m'y retrouver. L'expérience qui m'est proposée dans les circonstances actuelles, elle est probante. Je suis content de la valeur qu'on me propose. Ce qui a permis de sécuriser aussi la relation avec le client. Et je parlais tout à l'heure de CRM, et
pouvoir communiquer, et les apprentissages qui ont eu lieu sur le premier confinement, où tout le monde ne savait plus comment communiquer vis-à-vis de ses clients, on faisait un peu rien, il y a eu un apprentissage qui a été fait, et lors du deuxième confinement, et je pense, et je te dis c'est plutôt mon analyse, j'ai pas des chiffres, mais j'imagine que c'est la combinaison entre des consommateurs qui ont été satisfaits, donc c'est voilà, la demande qui est contente de ce qui a été mis en place, et puis cette capacité à s'adapter des distributeurs. Oui, et je pense que, en particulier dans l'alimentaire, on a eu pas mal de choses accélérées. Alors, ça peut être des enseignes, enfin, j'ai pas d'infos, c'était peut-être prévu avant, voilà, j'en sais rien. Je remarque qu'il y a eu quand même beaucoup de changements, en particulier cet été. Là, depuis novembre, Picard surgelé livre à domicile dans toute la France. En juillet, les nouveaux Robinson, donc en bio, ont lancé leur site e-commerce et ont commencé à tester le click and collect. Action a commencé alors c'est pas que de l'alimentaire, mais a commencé à tester en juillet le click and collect, alors qu'ils étaient nulle part en e-commerce avant. Italie, donc voilà, plus parisien, mais a un site marchand, ça y est. Sur le pet food, Maxiso, qui est un des leaders de l'animalerie, voilà, sur le commerce physique, a un site marchand depuis le mois d'octobre. Alors que le pet food en ligne, c'est quand même compliqué. Quand il y a Zooplus en face, c'est des commandes que, en fait, les acteurs se refilent plutôt les uns les autres en marketplace. C'est d'ailleurs assez drôle. Des acteurs qui sont prêts à laisser les ventes à leurs concurrents et leur donnent la buy box pour ne pas avoir à se coltiner des frais de livraison qui sont obligés de subventionner pour livrer des paquets de plusieurs kilos de croquettes. Et donc, sur ce marché compliqué, les acteurs qui sont offline vont quand même sur le online. Donc voilà, je pense que tout ça, il y avait peut-être des choses prévues avant, je pense qu'il y en avait qui ne l'étaient pas, et c'est vraiment le côté pas le choix. Après, il y avait aussi beaucoup évidemment de sujets drive to store après le premier confinement pour encourager les gens à retourner en boutique, mais aussi qu'est-ce qu'on fait des surstocks magasins dans la mode, les collections de printemps qui n'ont jamais été vendues, fallait passer à l'été, on en fait quoi? Ceux qui ont été fabriqués, mais qui étaient toujours en Asie, qui n'ont pas pu arriver jusqu'à nous, du coup là-bas, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, donc effectivement sur Omnicanal, alors ça va évidemment continuer en 2021, c'est commerce unifié, référentiel unique, stock unifié, etc. Tout ce qui, je pense aussi, est livraison pour voilà, ship from store, pour pouvoir aussi payer les loyers, les salaires, ne pas avoir à remonter les stocks en centrale. Donc voilà, je pense qu'on va continuer beaucoup sur ces thèmes-là. Bien sûr, et là, juste pour compléter ce que tu dis, on parlait des métiers, en fait. Les métiers dans la distribution, en général, sont en train d'évoluer à vitesse grand V. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que quand, du jour au lendemain, on demande à un point de vente de faire du drive to store, du drive piéton, il n'y a personne qui a l'expertise en point de vente, concrètement, pour faire ça. Donc ça veut dire que le vendeur spécialisé dans tel rayon va devoir faire la préparation de colis, va devoir être au contact de la clientèle pour lui remettre la commande, bricoler sur son PDA la petite application, aller retrouver la commande. Les magasins, en fait, jouent un rôle beaucoup plus, les points de vente en général, un rôle beaucoup plus fort dans l'ensemble de la chaîne de valeur de la distribution. On peut aussi, donc effectivement, les métiers de la supply qui sont hyper impactés. Tu parlais du commerce unifié, et dans le commerce unifié, un des premiers métiers dont il s'agit, c'est bien la supply chain. L'unification des stocks, savoir en centrale et en point de vente où est-ce qu'il y en a, puisque derrière on parle d'expérience client. Il faut que le consommateur qui commence en ligne sur son téléphone puisse le poursuivre en magasin, repartir avec une partie de son panier en magasin et se faire livrer l'autre. Il y a aussi les métiers du CRM, on l'a évoqué, puis les métiers du CRM, qui sont des métiers en fait liés aussi à la communication. Ce dont je me suis aperçu dans les différentes interviews que j'ai pu faire, c'est que pendant le premier confinement, la majorité des vendeurs a coupé ses budgets d'acquisition, et on comprend bien pourquoi. Ils se sont retrouvés à taper dans leur CRM. Et il y en a, crois-moi, un grand nombre qui sont aperçus qu'ils n'étaient pas très bons. Ils n'étaient pas très bons parce qu'ils collectaient de la donnée, puis ils ne savaient pas trop quoi en faire, ou alors ils en collectaient, ils croyaient en collecter beaucoup, puis se rendent compte qu'en fait il n'y avait pas de corrélation, ils n'arrivaient plus à faire matcher les données entre le consommateur qui est en point de vente et puis quand il achète en ligne par exemple. Donc ça a fait vachement évoluer les vendeurs sur finalement la capacité du CRM à remplacer parfois
et je pense entre autres à Lavinia, Édouard Marguin qui me disait ça. Finalement, on a tout coupé, on a été un peu obligé de tout couper en acquisition, on s'est concentré sur le CRM, on s'est rendu compte que finalement, ça marchait vachement bien et qu'au bout de quelques temps, il avait plus de 25% de ventes en ligne en utilisant bien son CRM. Donc effectivement, l'omnicanalité change tout. Tu disais tout à l'heure, les codir sont aujourd'hui sensibilisés à ça et c'est plus une danseuse ou le parent pauvre, ça fait partie intégrante de la stratégie. Et ça, je crois que c'est un grand bien de cette année un peu singulière, mais si ça a pu faire avancer les cultures dans les entreprises, c'est bien. Ça nous permet de passer à un point qui est intéressant aussi, qui est celui que t'évoquais, enfin qu'on évoquait tout à l'heure, qui est celui d'Amazon. Hein, tu me disais en préparant cette interview, Amazon, grand méchant ou bouc émissaire. Je te laisse la parole pour commencer. Ok. Non, mais effectivement, on a entendu à nouveau. Dès qu'il y a un problème ou dès qu'il n'y a pas de problème, voilà, Amazon est toujours le grand méchant. Et alors, peut-être moins dans l'e-commerce où voilà, on peut avoir un peu plus de recul par rapport à la situation, d'autant qu'Amazon, enfin, ils sont pas arrivés hier matin, donc voilà. Mais peut-être plus dans les médias, chez les hommes politiques. Donc, je voudrais d'abord rappeler que, donc, chiffre Kantar, Amazon pèse 22% des dépenses en ligne en France. C'est hors site de grande surface alimentaire. Bon, ça situe un peu les choses, donc évidemment c'est important, c'est beaucoup moins dominant que dans tous les autres marchés occidentaux, Où par ils peuvent exemple. avoir 50% ou pas loin de part de marché. Ouais, ou alors 50% c'est plutôt en requête, voilà, face à Google, les visites, enfin les parcours de navigation quand on cherche un produit débutent sur Amazon plus que sur Google. Et effectivement, en part de marché, ils doivent pas être très loin de ça aux États-Unis. Mais bon, voilà. Donc nous on est à 22%. Amazon est beaucoup moins dominant en France que par exemple chez les pays voisins, tu vois, de EU5, ou aussi parce que on a la force des acteurs français, notamment des marketplaces. Donc je te les cite pas, on les connaît par cœur. Je remarque aussi qu'en France, seulement 30% des commerces sont digitalisés contre 70% en Allemagne, où Amazon est beaucoup plus dominant. Donc je ne suis pas convaincue que si voilà, nous on est en retard, ce soit complètement la faute d'Amazon, dont la croissance sert aussi les petits commerçants. C'est pas loin de 60% des ventes en France qui sont faites en marketplace. Alors après, Amazon, mais comme les autres grosses marketplaces, les Discount, Rakuten, etc., ont offert les inscriptions pendant 3 mois et des crédits publicitaires pour faire remonter les offres dans la marketplace, un accompagnement personnalisé, et ce qui n'est pas complètement les habitudes d'Amazon pour ses vendeurs marketplace. Donc toutes les grandes places de marché ont fait ça, et quelque part, je pense que c'est peut-être plus utile pour un commerce qui cherche à se digitaliser que la promesse d'un chèque de 500 € du gouvernement pour passer au numérique, qui est grosso modo peut-être le prix d'un ordinateur, mais pas exactement le prix de création d'un site e-commerce, faire tourner, etc. Par ailleurs, équivaloir Amazon et e-commerce, c'est vraiment un raisonnement d'un autre siècle, donc plus personne ne le fait dans l'e-commerce, mais quelque part, dire Amazon c'est le grand méchant, et on a le droit de le penser, ça devient un peu l'e-commerce et le grand méchant, alors que l'e-commerce, et là on l'a beaucoup vu pendant le premier confinement et le deuxième, c'est justement ce qui permet de rester debout en l'absence de magasins. Donc toi, moi, les gens qui nous écoutent, on le sait bien, mais parfois on en est toujours là de la part de politiques, de maires, et du coup, ceux qui, dans notre secteur, agitent un peu ce chiffon rouge, parce qu'en fait, on parle plus de ça. Et alors, je me dis, ok, même si Amazon paye ses impôts, et certainement pas moins que n'importe quel groupe du CAC 40, distributeur inclus, qui est tout à fait capable de faire de l'évitement fiscal, il peut y avoir des questions de distorsion de concurrence qui sont peut-être héritées de situations antérieures, mais qui sont juste de la primo leader quelque part. Moi, je trouve qu'il y a quand même un peu d'hypocrisie aussi à titre individuel, pardon de le dire comme ça, de gens qui ont qui sont par exemple abonnés Prime et qui ont toujours une bonne excuse pour être abonnés Prime. L'excuse typique étant c'est important de savoir ce que font les concurrents, donc ouais, super. Donc moi je trouve que Amazon est plutôt cool de pas les outer, parce que ça doit être quand même assez tentant. Et puis après, je pense que les consommateurs
consommateurs, ils sont humains, ils peuvent à la fois acheter plus bio, plus sain, plus local, et se jeter sur les pots de Nutella discountés. Enfin, moi, je le voyais beaucoup quand j'étais chez LSA, on regardait les lancements de produits alimentaires, ceux qui avaient vraiment cartonné dans l'année. T'as à la fois de plus en plus de produits comme ça, disons, sains, et les meilleurs lancements de l'année, c'était la glace Kinder, donc truc pas, ça doit être un peu rouge sur Yuka, quoi. Donc c'est possible d'avoir les deux, c'est très compatible. Et pourquoi est-ce que les consommateurs français achètent sur Amazon ? Mais parce que c'est mieux. Donc je pense qu'au final, le problème, c'est que aller dire Amazon est un grand méchant, c'est surtout éviter de se poser les questions, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas mieux face à eux, qu'est-ce qu'on devrait faire, comment mieux utiliser nos assets magasins, comment en tirer profit, quel risque prendre, quelle repriorisation réaliser, etc. Et du coup, tu vas me dire ce que t'en penses, ça m'intéresse beaucoup, mais personnellement, Amazon méchant ou pas, en fait, ça m'est un peu égal. Quelque part, ça m'intéresse plus. Pardon de le dire comme ça, c'est presque un peu paresseux comme question. Enfin, ok, et alors, une fois qu'on aura dit ils sont méchants, on fera quoi ? Donc je pense que c'est juste plus la question. Mais il faut qu'on passe à autre chose. Complètement d'accord avec toi. Pour rebondir sur ce que tu dis, finalement, de quoi parle-t-on ? De la qualité d'exécution. Amazon a été innovant. Amazon a disrupté, en quelque sorte, le e-commerce. Mais si Amazon est là aujourd'hui, a fonctionné aussi bien, c'est parce que Amazon a investi sur sa qualité d'exécution. Pour qui connaît un peu Amazon de l'intérieur, les process Amazon sont juste incroyables. Les outils dans lesquels ils ont investi à l'intérieur sont incroyables. N'importe qui fait l'expérience d'une commande Prime en same day est bluffé. C'est-à-dire que là, on est en plus à quelques jours de Noël. Tous les cadeaux retardataires qu'on a à acheter, si on les passe sur Amazon, on peut être livré le dimanche. C'est quand même juste incroyable. Alors oui, derrière, on va nous raconter plein de choses. Mais pour reprendre finalement la conclusion de ton commentaire qui dit « Et alors ?» Une fois qu'on a dit ça, tu as replacé le contexte. Les consommateurs, ils sont à la fois capables d'acheter du Nutella ou des glaces Kinder, et puis d'acheter des produits bio, de saison, tout ce qui est de plus vert pour le coup sur Yuka. Le consommateur, il est comme ça. Et donc, on ne va pas le changer. Et Amazon exécute très bien son business. Et vous pouvez être certain d'une chose, c'est que ça ne va pas aller en se dégradant. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les autres se doivent d'améliorer leur exécution. Oui, c'est pas simple. Oui, c'est compliqué. Oui, Amazon finance une partie de ses activités avec le cloud qui génère du cash. Mais comme tu le disais justement, on a d'autres assets. On a des magasins. Et puis regarde ces discounts. Il y arrive. Et on ne peut pas dire qu'appartenant à Casino, il est derrière un actionnaire qui ouvre en grand les vannes du cash. Donc voilà un petit peu la réaction, le commentaire que je peux faire à ce que tu dis sur Amazon. Et du coup, on n'est pas non plus, je pense, ni l'un ni l'autre pro Amazon en disant on n'est ni pro ni contre. Je m'y prends mal. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des tas, pure players et enseignes, d'acteurs qui se débrouillent super bien et qui, sur certaines catégories de produits ou familles, etc., peuvent être même meilleurs ou tout aussi bons. Enfin, ça fait quand même des années maintenant que Boulanger, par exemple, quand on leur commande un frigo avant 22h, on est le lendemain matin à 8h, livré, installé, débarrassé de l'ancien. Enfin, c'est quand même costaud d'assurer une promesse pareille. Donc voilà,
il y aurait des tas d'autres exemples à citer. Et il y a aussi des choses qu'Amazon ne fait pas parfaitement, et donc qui sont autant de brèches dans lesquelles on peut aussi s'engouffrer. Ça reste un site généraliste, pas complètement multispécialiste, donc l'UX n'est pas forcément optimisé pour certaines catégories de produits. On peut faire un meilleur storytelling, on peut avoir une meilleure offre aussi, on peut articuler avec ses magasins. Il y a des tas de choses à faire face à Amazon, et il y a une écoute des consommateurs là-dessus, Ouais. sans aller voilà, agiter des chiffons rouges, Il n'a pas de réseau de distribution. par exemple. Voilà. Donc j'espère qu'on a répondu un peu à la question grand méchant ou bouc émissaire. On vous renvoie à vos propres questionnements avec nos commentaires. On a aussi évoqué tout à l'heure le direct to consumer, donc le D2C. Je crois, Flore, que tu as une petite expérience que tu as menée cette année. Tu peux en fait nous dire un peu comment tu perçois les choses. Donc ça veut dire quoi, hein, le D2C? C'est donc la marque qui va aller directement rencontrer son consommateur sans passer par un distributeur. Oui, alors effectivement, c'était une tendance qui On a pas, observait. voilà, qui a pas attendu le Non. Covid, qui s'est je pense que ça vient un peu aussi des DNVB, les Digital Native Vertical Brand, donc les marques qui sont nées en ligne. Bon, il y en a en France, il y en avait aux États-Unis, etc., mais qui ont aussi un peu posé les choses en termes d'expérience en ligne, puisque en maîtrisant complètement tout, de la fabrication jusqu'à la distribution, voilà, elles avaient les mains libres pour organiser leur expérience, pas de question de partenaires distributeurs, etc. Et en fait, je pense qu'en observant ça, les fabricants à l'ancienne, de la même façon que les retailers, se sont dit, OK, on a certainement des choses à en apprendre. Donc les uns comme les autres se sont appropriés certaines recettes, parfois en acquérant des DNVB, parfois en changeant leur propre process. Et voilà, donc je pense que c'était sans doute un peu la jeunesse de ce direct au consumer qui a pu venir de là pour pas mal de fabricants. Et puis maintenant, c'est même plus une question de DNVB. Alors, ça peut être dans des contextes très différents les uns des autres. Par exemple, il y a beaucoup de raisons de se mettre au direct to consumer. Une marque peut avoir envie de vendre directement auprès de ses consommateurs, de ses clients, pour faire plus de ventes, pour être moins dépendante de ses partenaires distributeurs, donc pour voilà, faire de la croissance. Une autre le fera pas du tout pour ces raisons-là, mais pour capter de la donnée client first party, pour améliorer son offre, son marketing, plein de choses. Des objectifs comme ça, mais il y en a, je sais pas, il y en aura une douzaine de raisons de faire du direct to consumer. Donc déjà, il faut savoir pourquoi on veut le faire, parce que derrière, on ne fait pas la même chose. On fera un site de vente en propre, on vendra en marketplace. Donc, il y a quand même pas mal d'options. Ou alors, on mettra en place une mécanique qui est plus à mi-chemin de l'e-marketing. Peut-être un site de club de fidélité, peut-être quand même un peu marchand, mais pas trop pour pas braquer le distributeur partenaire. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça, on l'a vu accélérer cette année. Enfin, voilà, nous, on a été approchés par des marques qui voulaient se mettre là-dessus, y compris des marques alimentaires. J'ai accompagné une petite marque alimentaire bio. C'est pas évident de se dire on va vendre en propre un paquet de céréales qui va être tout seul dans le panier, comment on justifie les frais de livraison. Et néanmoins, ils étaient dans cette démarche-là, et ils sont toujours d'ailleurs. Donc voilà, ça peut être plus ou moins facile selon les catégories de produits. Autre exemple, alors vraiment à l'inverse, un fabricant néerlandais de climatiseurs et de poêle à bois, voilà, choses de chauffage, qui nous a approchés en nous disant, en fait, on s'attend à ce que nos distributeurs physiques en Italie et en Espagne fassent faillite, il nous faut un plan B, on pense au marketplace, aidez-nous là-dessus. Voilà, ça, c'est vraiment pour faire des ventes. Donc voilà, il y a beaucoup de cas comme ça qui ont accéléré cette année, où on voit beaucoup plus de marques qui se disent, ok, ce serait soit c'est essentiel, soit on a envie d'y aller, et de toute façon c'est le sens de l'histoire. Mais alors après, effectivement, c'est des enjeux importants, c'est des gros projets, parce que passer au B2C, c'est de la logistique, de la facturation, de la relation client, puis juste un truc d'offre. D'habitude, tant qu'à faire, ils vont vendre toute leur gamme, mais quelle politique de prix pour ne pas froisser les distributeurs partenaires. Voilà, et on a une mission voilà, exactement sur ce sujet pricing cette année. Donc beaucoup d'enjeux, et le plus gros étant se mettre au B2C avec énormément d'implications. C'est des gros projets.
Et bien sûr, parce que c'est vrai que vendre directement à son consommateur, c'est plus envoyer des palettes à son distributeur, mais c'est faire du colis par colis, du produit par produit. Donc ça veut dire que la préparation de commande n'est plus du tout la même. Ça veut dire aussi qu'au niveau du service client, tu es capable de répondre à des clients qui sont des particuliers et pas des distributeurs, pas des partenaires. Donc tu n'as pas du tout la même approche. C'est aussi un marketing qui est différent. Un marketing de l'offre, puis un marketing produit, parce que peut-être que tu ne vas pas préparer la commande de la même façon quand tu l'envoies à un particulier. C'est plein de choses qui vont aller changer la culture d'entreprise, fondamentalement. Et c'est vrai que je te rejoins pour avoir aussi, moi, avoir eu ces accompagnements sur du D2C. Ça nécessite quand même, à la base, une conduite du changement qui est bien réelle. Et il est vrai que 2020 a chamboulé les choses et a accéléré ça. Parce que quand on est assis sur des positions un peu établies, où on voit ces distributeurs et on est dans un business de wholesale, c'est bien, même si les marges se dégradent, c'est bien. À partir du moment où on fait un peu autrement, beaucoup de gens, et tu parlais tout à l'heure des codir, au niveau de la direction, se disaient je fais rentrer le loup dans la bergerie, je vais me braquer l'ensemble de mes distributeurs, donc je vais écrouler mes ventes en wholesale, et puis le B2B, le B2C va jamais compenser le truc, et à la fin, je vais être perdant. Non, c'est pas un peu ce que tu as entendu? Bah, on sent qu'il y a une envie qui effectivement vient de la direction et qu'après, effectivement, ils ont souvent besoin d'écrire un PNL avant de se lancer. Donc, toutes les complications logistiques que tu cites, ça peut être aussi prendre un partenaire, logisticien, recourir à un service de Là, fulfillment. on est dans la culture d'entreprise, parce que c'est pas Ouais, forcément c'est ça. évident. Non, Mais c'est bien, c'est que finalement 2020 leur a permis de se dire, attends, on peut faire autrement, voir des gros acteurs de la distribution s'adapter comme ils se sont adaptés. À mon avis, ça a servi de cas d'école, que ça a permis de lever des freins auprès de certains qui étaient un peu réticents à changer. Quand tu vois ces mastodontes du groupe Mullier, par exemple, parce que c'est ceux que j'ai en tête, type Boulanger ou Leroy Merlin, on les a déjà cités. Jamais de la vie, j'aurais imaginé qu'ils soient en capacité de s'adapter aussi vite et à changer. Ouais, on a pas mal de clients dans la FM, donc je préfère pas donner de nom, mais c'est arrivé quand même plusieurs fois cette année qu'on voit effectivement les équipes aussi sont alignées, quoi. Tout le monde a envie. Il y a des sujets qui vont être compliqués qui vont être très compliqués pour la supply, par exemple. Et le leader supply peut être extrêmement volontaire et enthousiaste de tout ce qu'il y a à mettre en place, de ce que ça peut apporter. Et tout. Donc cet alignement avant même qu'on débute. Alors après, c'est des questions d'arbitrage, de budget, de voilà. Mais je pense que pour eux, c'est quand même un vrai tout. C'est intéressant. L'autre point qu'on voulait évoquer, et on l'a déjà en fait un petit peu évoqué, c'est celui des marketplaces. Marketplace/plateforme. Les marketplaces, c'est évidemment ce qu'on connaît, Amazon, c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est la possibilité pour n'importe quel distributeur d'offrir, finalement, d'élargir sa gamme de produits en proposant à des partenaires de venir vendre sur son site internet. Pour toi, c'est symptomatique de 2020, il y a le développement de business de marketplace? Ça fait maintenant... je sais pas, 5-10 ans que c'est l'année des marketplaces, mais c'est vrai que ça a encore... on l'a vu surtout pendant le premier confinement, quand on regardait les chiffres de la FEVAD et autres, où acteur par acteur, on voyait que les ventes en marketplace progressaient encore plus vite que les ventes e-commerce. C'est l'agilité du modèle sur la logistique, bien sûr, qui n'est pas portée par l'opérateur de marketplace, mais par les vendeurs, et l'agilité aussi du sourcing, qui permet d'adapter très vite quand il y a besoin de quelque chose, on plug l'offre, etc. Donc, accélération de la vente en marketplace. Pour les marques, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi un canal de remplacement des magasins fermés. Ça peut être aussi, alors là je pense plus à l'échelle internationale, mais dans la mode, quand il y a tous les surstocks du printemps qui n'ont pas été vendus, voire qui sont restés en Chine, c'est pas mal d'avoir des marketplaces sur place pour pouvoir écouler ces stocks. Mais il y a aussi eu beaucoup de lancements de marketplace cette année. Il y a eu
Maison du Monde, Decathlon Belgique, voilà, Carrefour. Leroy Merlin, Carrefour, il y en a d'autres dans les cartons. Alors, Marketplace ou Dropship, mais bon, ça repose quand même sur un socle technique très proche. En tout cas, nous, on a cadré beaucoup cette année. C'est aussi Miracle qui a levé Bah ouais, 255 c'est ça. millions d'euros en septembre. L'IPO d'Allegro, qui est le Amazon polonais, qui a levé 2,7 milliards et dont la valo a explosé. Je crois qu'ils étaient à 10 milliards au moment de l'introduction en bourse. Et qui est à quasi 20 milliards d'euros maintenant. Donc voilà, c'est ce que je te disais, on a travaillé sur beaucoup de business plans de marketplace cette année. Les codires sont à bord avant même que le directeur digital ouvre la bouche. Parfois, ils nous disent d'être plus ambitieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignes qui se re-questionnent sur la livraison en magasin des ventes marketplace. Et ça, c'était un peu le truc inextricable où voilà, c'était un peu la fausse question qu'on se pose au début, puis on se dit ouais, ça va être tellement compliqué que en fait on laisse tomber. Là, voilà, il y a quand même plusieurs enseignes qui se posent la question pour de vrai, soit de marketplace déjà déployés, soit qui vont arriver. Et les marketplaces omnicanal, c'est un peu le C'est prochaine très étape. intéressant, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça peut être éventuellement une livraison gratuite ou presque, voilà, parce qu'elle coûte aussi moins cher aux vendeurs, plutôt d'éparpiller les commandes partout, Ouais, de c'est livrer ça. en centrale, Ouais. puis ensuite ça reprend le même acheminement qu'une commande click and collect de vente en propre du retailer. Donc effectivement, c'est une grosse année marketplace, encore plus que d'habitude. Donc C'est voilà. marketplace et c'est pour ça que j'ai rajouté slash plateforme parce que c'est aussi, tu as cité tout à l'heure mon marché.fr. Moi, je te citais en préparation épicerie que j'ai interviewé, qui est exactement sur sur le même créneau, qui permet à des petits commerçants alimentaires de quartier d'exister sur le canal digital, la vente digitale. C'est pas le boucher du coin qui va ouvrir son site internet et qui va aller vendre euh, son beefsteak. Il faut trouver un carrefour d'audience et c'est le rôle que jouent ces plateformes comme Mon Marché ou comme Épicerie en permettant finalement aux commerçants euh, d'être présents sur un marché. Un peu comme il y a le marché au coin de la rue, il est présent sur un marché un peu digital et les consommateurs vont pouvoir prendre là une entrecôte, ailleurs du fromage, du vin, des fruits et légumes. Je retiens de l'interview que j'ai eue avec Épicerie que finalement il y a aussi là euh, de l'acquisition qui est faite. Et puis, même si ça ne compense pas tout, il y a aussi la possibilité pour le commerçant de travailler dans les heures creuses, puisqu'il reçoit les commandes et c'est lui qui décide de voilà, ça sera livré, ce sera disponible à tel et tel moment. Le consommateur vient les chercher. Ou alors elles sont expédiées, hein, il y a les deux qui fonctionnent. Mais ça lui permet aussi, finalement, je pense que tout le monde a fait l'expérience d'aller chez un boucher. Il y a des heures plutôt au moment des repas qui sont pleines, et puis il y a le reste de la journée où voilà. Donc je retiens qu'il y a aussi ça qui a changé. Les plateformes, c'est pas que la marketplace façon Amazon, Cdiscount euh, ou Darty ou Carrefour, c'est aussi des plateformes qui adressent de façon beaucoup plus verticale une problématique qui est intéressante. Oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, là-dessus, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que je pense que ça, en tirant le fil, ça pose des questions du mode de livraison. Effectivement, tu cites le click and collect parce que quand tu fais un achat sur une plateforme qui mutualise en fait les commerces de bouche d'un quartier, tu n'auras pas envie de payer la livraison du boucher, la livraison du fromager, la livraison etc., etc. Donc, effectivement, dans ce cas-là, très axé sur le click and collect, mais plus largement, on voit aussi beaucoup de choses se développer cette année sur le ship from store qui règle aussi beaucoup de problèmes. Du dernier kilomètre. Ouais, Enfin, ouais. la livraison, elle est sur le dernier kilomètre et elle est plus depuis le centre.
le centre logistique qui est au milieu de la France. Oui, oui, complètement. Alors, du coup, là, c'est moins sur l'alimentaire, mais c'est pour ne pas remonter les stocks, pour les mobiliser, pour parfois, enfin, pas justifier l'existence du magasin, mais le rendre encore plus contributeur de valeur. Puis aussi, enfin, mine de rien, cette année, il y a quand même eu pas mal de gens qui étaient chez eux, donc ça a aussi beaucoup facilité les choses. Enfin, une fois que Colissimo s'est remis en ordre de marche, on voit aussi, là, on a vu assez récemment Marionneau qui poursuivent le développement de ses services de livraison avec la livraison en soirée, d'abord sur l'Île-de-France et puis sur le reste de la France. Donc là, on voit aussi beaucoup de choses sur la livraison parce que finalement, ces plateformes locales, tu vois, il y a eu aussi beaucoup de marketplaces locales, de villes ou de communautés de communes, de choses comme ça. C'est hyper intéressant. Je ne sais pas du tout quels sont les effets derrière, quelles sont les ventes, si ça fonctionne ou pas, si les gens ont le réflexe d'aller dessus, si c'est... bon. Il est peut-être encore un peu tôt pour en tirer des conclusions, Voilà. mais enfin, c'est intéressant. Ce sont des initiatives intéressantes. Pour chacune, ça veut dire aller revérifier l'équation économique. Est-ce que ça vaut le coup pour le consommateur de payer la livraison? Sinon, est-ce que le click and collect fonctionne? Comment est-ce qu'on fait pour brancher, pour avoir le stock du magasin? Alors bon, quand c'est une boucherie, c'est un peu différent, mais quelque part, voilà. Est-ce que c'est de l'IRESA? Donc il y a aussi beaucoup de questions et de voilà, c'est aussi des projets pour les petits commerces, quoi. Exactement. On vient sur un des sujets qu'on a évoqué tout à l'heure, mais finalement que évoqué. Dans l'introduction, on n'y est pas allé, un peu plus. C'est tout ce qui est seconde main et e-commerce. Seconde main, bon, tout le monde le sait. Alors ça marche beaucoup dans la mode, hein, les vêtements d'occasion. Je fais la différence avec le e-commerce qui est alors peut-être à tort, tu me diras, mais qui pour moi est le reconditionnement. C'est-à-dire que c'est des offres comme Back Market qui travaille un produit électronique pour lui redonner une jeunesse. Donc c'est pas tout à fait la même chose pour moi que ce qu'on qualifie de seconde main, qui sont par exemple des vêtements qui ont été portés mais qui sont encore bons. Voilà. Et ça, on peut aussi appeler ça l'économie circulaire, hein. On voit des acteurs se mettre en place. J'ai évoqué Back Market, je pense que beaucoup connaissent, mais on voit aussi des gens comme Vinted. On a évoqué Vinted l'année dernière à ce même moment comme étant déjà un acteur montant. On a vu que ça s'est révélé être vrai. Vinted fonctionne. Il y a aussi, et c'est ça que je trouve intéressant, des marques qui elles-mêmes, et j'ai en tête deux marques concurrentes que sont Jacadi et Cyrillus, qui sur leur site permettent à leurs consommateurs non seulement d'acheter les produits de la dernière collection, mais aussi d'acheter des produits de seconde main. Oui, c'est vrai que sur la seconde main, il y a beaucoup de choses. Tu parles de Vinted. Dans le top 50 e-commerce de Fox Intelligence, qui est quand même très très suivi, Vinted, sur la mode, ils sont quand même souvent troisième, quoi. Ils sont entre 3 et 4e. Enfin, j'allais dire c'est monstrueux, enfin c'est ni bien ni mal, mais c'est voilà, c'est plus l'acteur qui émerge, c'est l'acteur qui voilà, qui est quand même dans le trio de tête. Il y a toujours des surprises comme ça dans les top 50 de Fox, donc c'est intéressant. En effet, il y a pas mal de marques et distributeurs qui ont lancé leur site. Là, très récemment, il y a eu La Redoute avec la reboucle en décembre, mais il y a eu Kiabi, Zalando en septembre. Zalando, c'est pas le même sujet, mais pas loin, qui a annoncé cet automne que d'ici 2023, il ne vendrait que des marques éco-responsables. Donc voilà. Et puis, ouais, sur le e-commerce, etc., moi, je trouve que ça a été une année où Cdiscount a eu beaucoup... Alors, Cdiscount, il y a tellement d'annonces que... pas que des annonces, mais des initiatives. Et je sais que la RSE au sens large est vraiment un de leurs grands thèmes, et pas que depuis cette année. Mais là, cette année, entre Cdiscount Occasion, là, lancé il y a 10-15 jours, l'alliance avec Patatam, qui était juste avant l'été, le côté revente de produits high-tech avec Comparicycle, là, je crois que c'était il y a 1 ou 2 mois, la revente de produits de gaming avec Easy Cash,
au mois de mai. Voilà, il y a eu aussi beaucoup d'initiatives chez eux. Fnac Darty, ils avaient aussi dégainé encore avant. Donc effectivement, on voit énormément de choses sur la seconde main. Et on le voit dans les chiffres de Fox Intelligence ou d'autres. C'est pas une vue de l'esprit. Non. C'est pas un effet de mode. Moi, je saurais pas dire les consommateurs font ci et ça, donc c'est bien de se fier aux chiffres. Et là, on le voit, ça prend une place gigantesque. Tu parles de Cyrillus, voilà, il y a eu Camailleux l'an dernier, il y en a plein. Il y a plein d'exemples. Alors, ce qui est intéressant dans ce sujet de la seconde main, du e-commerce, ce qui est hyper intéressant, et c'est pour reboucler finalement avec ce qu'on se disait sur les attentes des consommateurs. Est-ce que tu as suivi qu'hier, Wish s'est introduit en bourse et que son cours s'est cassé la gueule par rapport au taux d'introduction? Wish, c'est l'exact opposé de ce qu'on est en train de décrire. Wish, donc t'achètes des gadgets made in China qui polluent, qui sont pas fiables, pour pas cher. Je grossis peut-être le trait, mais enfin... Et livré 3 semaines après. Après. Et c'est intéressant de voir que ça fonctionne pas. Je veux dire, tu citais Allegro tout à l'heure, qui a levé 2,7 milliards, et qui est pas très connu en France, mais qui est énorme en Pologne, qui couvre plusieurs pays d'Europe de l'Est. Qui a une valo de 20 milliards, et tu vois finalement un Wish qui est peut-être l'antithèse des initiatives de seconde main. Tu vois, tu cites Vinted, qui est dans le top 3 des classements, qui est plus une tendance, qui est plus un effet de mode, qui est plus une start-up, qui est vraiment un acteur important dans la seconde main, versus un Wish qui s'introduit en bourse et dont le cours, le jour même de son introduction, se casse la gueule par rapport au cours d'introduction. Est-ce que c'est... à mon avis, ce serait intéressant de voir en 2021 comment les choses vont pouvoir se évoluer, et dans un an, on pourra en reparler. Mais sur Wish... En tout cas, en France, ça fait un moment qu'ils étaient en recul. Je crois que, à ma connaissance, ils n'ont même plus de bureau parisien depuis un moment. Donc, je pense qu'il ne faut pas enterrer trop vite non plus ce type d'acteurs, d'offres, je ne sais pas. Je pense que c'est... les acteurs de ce type-là, évidemment, ils connaissent leurs propres limites je connais pas Wish extrêmement bien, mais quand on pense à eux, on peut penser à AliExpress, on peut penser à Joom, typiquement AliExpress et Joom que je connais mieux, ils sont l'un comme l'autre en train d'essayer de développer beaucoup leur offre locale, donc leur offre de vendeurs, de fabricants en France, en Europe de l'Ouest, etc. Donc leur mission dans la vie est pas de vendre des petites bricoles venues d'Asie qui respectent zéro norme de sécurité et qui ne payent pas la TVA. Joom, que j'ai interviewé aussi, comment s'appelle-t-il Ilya Shirokov. Qui lui a un discours qui est opposé à justement le truc bas de gamme, comme Wish peut le faire. Et ça veut dire que ces acteurs-là sont conscients de l'évolution de la demande. Oui, et puis c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut vouloir des choses contradictoires, on n'est pas monolithique. Donc, et comme par ailleurs ces acteurs sont quand même très doués pour se repositionner rapidement, parce que c'est aussi des gros acteurs de data qui savent mieux que personne. Alors là, Alibaba, je pense que... on parlait d'Amazon tout à l'heure, mais on aurait dû parler plus d'Alibaba. Alibaba. Ah bah super. Voilà. Moi cette année, j'ai fait une étude, un peu étude de marché, sur les marques de distributeurs des grosses marketplaces mondiales, grosses plateformes mondiales, soit généralistes, soit mode maison. Donc on connaît un peu celle d'Amazon, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, si ça explose pas, donc super intéressant. Et en fait, en Chine, ça marche vachement bien. Et
Et en Chine, l'une des plus grosses est celle d'Alibaba, qui utilise en particulier toutes les données de consommation extrêmement fines sur ce que veulent les clients de telle typologie, dans tel quartier, dans telle communauté, avec tel centre d'intérêt. Et comme ils ont un lien hyper direct avec des usines, parce que les vendeurs marketplace, parfois, c'est vraiment l'usine elle-même. Donc, ils peuvent dealer avec eux. Finalement, c'est Alibaba qui fait fabriquer avec des circuits extrêmement courts pour mettre sur le marché. Et quand je dis Alibaba, il y en a d'autres, en fait, des très gros acteurs de l'e-commerce chinois qui fonctionnent de la même manière et qui développent des marques de distributeurs, des private labels, avec des sites dédiés, des boutiques physiques dédiées, sur lesquelles ils accueillent les produits de leurs usines, donc partenaires en direct, et d'autres acteurs, donc c'est des MDD qui redeviennent marketplace. Tout est mélangé, ça fonctionne vachement bien, et finalement, le rapport numéro 1, c'est la data. Donc, tous ces gros acteurs, ils savent aussi, enfin après, il faut avoir les reins solides, mais pour Alibaba, je suis pas inquiète, ils savent repositionner leur business très facilement, et même sur Amazon, sur les MDD, c'est quand même très intéressant, parce que de plus en plus, ils en développent plus, enfin, ils continuent d'essayer de faire croître les marques propres qu'ils ont déjà, mais ils en lancent plus, ils les font fabriquer par des marques partenaires qui leur fabriquent des gammes ou des marques exclusives. Mais par contre, tout ce qui est frais de développement, etc., lancer un produit, c'est quand même... c'est un métier. Autant le faire par quelqu'un dont c'est la spécialité. Ouais. Donc les lignes bougent aussi, ça dépend des zones du monde. Au final, chaque plateforme a une stratégie différente. C'est encore différent sur la mode, la maison, etc. Mais voilà, donc nerf de la guerre data. À la fois, je l'apprends à personne. C'était plutôt un argument pour dire enterrons pas trop vite les Wish & Co. Ils sauront se repositionner si besoin. T'as raison, il ne faut pas les enterrer. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de voir qu'il y a une forme d'opposition a priori entre ce qu'on observe avec un Vinted qui croit sur la seconde main, un Wish qui a un cours d'introduction en bourse qui se casse la gueule. Pour conclure, tu m'as balancé quelques mots-clés du style live shopping et efforts storytelling. Je retiens une initiative qui m'a fait que j'ai trouvé intéressante. Dans une interview que j'ai faite il y a un mois, je dirais quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, au début du deuxième confinement, avec Shopping, comment ça s'appelle, Shopping Center Company, qui est en fait une entreprise qui gère les centres commerciaux, type Bercy 2. Ils ont mis en place le shopping en visio. Donc les centres commerciaux étaient fermés et ils ont proposé aux commerçants des centres qui étaient d'accord d'organiser finalement avec son smartphone dans le magasin la vente. Donc en tant que consommateur, tu prends ton créneau, tu as un créneau et le vendeur du magasin est avec toi au travers de WhatsApp, de Skype ou n'importe quelle solution, et il se déplace dans le magasin et tu lui dis montrez-moi telle paire de chaussures ou telle fringue, et puis en fait tu as une relation humaine avec le vendeur au travers de ça. Et j'ai trouvé l'initiative hyper intéressante. Ça montre quand même cette volonté d'innover, de faire un peu autrement. Oui, je pense qu'en fait, c'est même par ces temps où le consommateur recourt de plus en plus à l'e-commerce, tout ce qui peut augmenter la réassurance des parcours online est bon à mettre en place de la part de l'e-commerçant. Ça passe notamment par des initiatives de
je sais pas comment on dit, live shopping, vidéo selling, enfin évidemment il y a plein de mots anglophones de préférence pour désigner ça. Et alors il y a des technos, enfin il y a Spoky qui est pas mal utilisé. Alors il me semble beaucoup du one-to-one avec les vendeurs, voilà, où le vendeur va te montrer et montre-moi telle lampe, elle ressemble à quoi, etc. Ça peut être avec des influenceurs. Donc là je pense notamment à Cast avec 2A qui est basé à Lille, qui fait beaucoup de choses aussi là-dessus en termes de techno. Mais du coup chez les marchands, on a vu des choses chez Nocibé, chez Leroy Merlin. C'est aussi quelque chose qu'AliExpress fait beaucoup et fait aussi beaucoup ici en France. Ils en ont fait beaucoup. Je crois qu'il y a eu tout un marathon comme ça de live shopping avec des influenceurs. Mais c'est aussi ce qui est storytelling. Donc voilà, tout ce qui peut rassurer le client sur l'expérience, le produit, etc. En ligne. Il y a quand même fort à parier que, enfin, à condition qu'il y ait les budgets, etc., mais qu'on en voit de plus en plus. Moi, je suis toujours un peu dans l'expectative sur ce qui est social. J'ai vu récemment L'Oréal a investi dans Replica Software, qui est vraiment un soft là-dessus. C'est aussi le social selling, c'est l'argument, enfin c'est même le créneau et la vocation de Joom, donc cet acteur russe qui a adapté une expérience d'achat en ligne un peu à la chinoise, donc très sociale, à des marchés occidentaux. Joom, c'est russe, mais ils font plus de la moitié de leur volume d'affaires en Union européenne. Donc voilà, il y a des lancements là qui se préparent d'app spécialisées. Donc sur le social, alors ça typiquement, je pense, je ne sais pas ce que trame Amazon, mais enfin depuis le temps qu'il pourrait tramer quelque chose et qu'on ne voit pas grand-chose, je pense que c'est effectivement peut-être, mais bon, peut-être qu'on est moins des animaux sociaux que ce qu'on croit, ou en tout cas pas de cette manière-là. En tout cas, ça relève plus de l'UX, vraiment de l'expérience client, mais entre même le pop-up store d'AliExpress, donc physique, qui était à côté des Halles, cet été, ou au moment du premier déconfinement, était super intéressant parce que très sur l'expérience digitale, le mobile, le social, etc. Donc ça avait beau être un lieu physique, on repartait pas avec son article dans la main. Donc il y a beaucoup d'essais qui sont faits en la matière. On va voir ce qui se passe. Là, pour l'instant, c'est quand même plus les prémices. Mais ouais, sur le live shopping, je pense que les enseignes y voient beaucoup d'intérêt, et notamment donner un nouveau rôle, un rôle supplémentaire aux vendeurs. C'est ça. En magasin. Donc on chamboule les métiers. Et puis, avant qu'on ne se dise au revoir, Flore, j'aimerais bien t'entendre sur le sujet du Black Friday. Cette année est une année très spéciale. Le Black Friday a été repoussé d'une semaine pour pouvoir laisser le temps à l'ensemble des acteurs de la distribution d'être présents donc après le confinement, donc les magasins dits non essentiels à être ouverts. Amazon a accepté de jouer le jeu, donc tout le monde a joué le jeu. On a vu aussi... oui, tout le monde a joué le jeu, c'est peut-être vite dit. Enfin, je te laisserai le préciser. Je te vois sourire. On a vu aussi, plus que l'année dernière, pour moi c'est sensiblement plus, peut-être que je me trompe, d'enseignes, de marques, d'acteurs, de distributeurs refuser de rentrer dans le rôle du Black Friday. Comment toi tu perçois ce qui nous vient des États-Unis, ce rôle le Black Friday à l'origine c'est quand même américain. Oui, certes. C'est amusant parce que je me posais pas du tout la question comme ça. Je pense que cette année, encore plus que les précédentes, les distributeurs, les marques, ils ont des stocks à écouler. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? C'est un peu la même question que les soldes, la date des soldes qui a été décalée, etc. Super, mais enfin, comme d'un autre côté, on peut s'attendre aussi à un reconfinement, les soldes, on les verra peut-être jamais. Donc, il y a des enseignes, elles prévoient, alors ça s'appellera pas solde, ça s'appellera vente privée comme d'habitude, elles commenceront le 26 décembre. Le Black Friday, tout le monde a joué le jeu parce que c'était la loi, donc, mais d'un autre côté, les dispositifs étaient déjà prévus. Donc la veille, avoir l'annonce et tout d'un coup retirer tous les budgets médias
déjà prévu. Ça n'a pas toujours été possible. Alors, de toute manière, peut-être pour ce côté américain, ou je sais pas, il y a quand même beaucoup d'enseignes qui de toute façon l'appellent pas comme ça, mais elles ont maintenu leurs opérations. Ça s'appelait Cyber Week, Best Week, enfin ce que tu veux. Enfin, il y avait quand même des prix. Il y en a encore maintenant. Donc, tu vois, dans le détail de ce qui est promo, discount, solde, vente à perte, pas vente à perte, etc., il y a quand même beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression que de toute façon, les distributeurs, ils ont besoin de vendre. Ils sont prêts à faire des rabais importants. Là, tu prends dans une recommerçante, tu as des moins 50% partout. Américain, pas américain, tu vois, on peut aller sur un sujet RSE, je sais pas comment de Green Friday, etc. C'est très bien, enfin, mais alors, moi je vois les distributeurs, ils ont besoin absolument de déstocker, de faire des ventes. Je veux pas leur en vouloir de faire des promos. Je pense que effectivement, les circonstances font que on est en promo continue depuis avant le Black Friday qui démarre en fait toujours une semaine avant jusqu'au prochain reconfinement. Voilà, donc c'est à faute de comme ça. C'est pas les Américains, c'est pas un truc culturel. Non, c'était pas que c'était et du coup, les Américains, c'est que il y a 10 ans, ça n'existait pas. Ouais, mais on pourrait dire, tu vois, c'est comme le Double Eleven qui vient de Chine. Mais qui n'existait pas chez nous. Bah, enfin, tu vois, ça doit faire 2-3 ans que Cdiscount le fait. Enfin, on va voir des opérations. Mais non, on en est qu'au début. Mais c'est une opération commerciale comme une autre. Mais tu sais, quand on a commencé à imaginer... Comment ça s'appelait, les soldes flottantes? Enfin, tu sais, des soldes de mi-saison. Bon, et bah, on a tenté, ça n'a pas marché, on a reculé, ça a été abandonné. Bah voilà, c'est la vie, c'est plus ou moins encadré, c'est plus ou moins évidemment Amazon était obligé de enfin c'est le premier qu'on regarde, puis en ce moment je pense qu'ils font quand même un peu gaffe à pas se enfin on les attend au tournant, donc évidemment, puis ils ont bien fait, enfin je m'en fais pas trop non plus pour eux, mais je sais rien dire d'autre que ça. Je pense que c'est les distributeurs, et je leur en veux pas, font feu de tout bois cette année particulièrement. Après, le débat, trop de promo, tue la promo, on sait plus quelle est la vraie valeur des produits, etc. Il est très vrai. Là, franchement, je pense que tout le monde part au plus pressé, navigue à vue. Et là, c'est passe à l'urgence et les consommateurs, ils le savent. Bon, écoute, merci pour ce commentaire sur le Black Friday. Qu'est-ce que tu souhaites pour 2021 ? Ah bah qu'on trouve un vaccin efficace très vite et que apparemment, et qu'on repartir de bonnes bases. Oui, non, ça a l'air bien parti, mais c'est bon, on sait trop rien. On voit que tous les indicateurs du Covid remontent trop vite. On voit tous les pays voisins qui reconfinent. Donc, ce que tu me disais, le brouillard n'est pas encore complètement levé. Maintenant, il y a des signes encourageants. Alors, c'est complètement personnel, mais moi, j'espère que si on arrive à protéger rapidement les populations les plus fragiles, dans ce cas-là, même si le Covid est toujours présent, on peut avoir plus confiance, le moral, etc. peut repartir, la consommation et l'économie aussi, même si tout n'est pas réglé. Maintenant, voilà, on le voit sur... on est la semaine de Noël, les budgets 2021, il y a quand même pas mal de monde chez qui ils sont pas encore calés. Donc, on est toujours... ce qui est encourageant, c'est que beaucoup d'enseignes ont énormément gagné en agilité, les équipes sont quand même relativement alignées, il y a des signes positifs qu'on n'avait pas il y a 6-8 mois. J'aimerais avoir une boule de cristal. Toi, comment est-ce que tu anticipes l'année qui vient? Alors non, l'anticipation... Qu'est-ce que tu espères? Je vais pas lire dans le marc de café et je vais bien me garder de faire... ce que j'espère, en fait, très sincèrement, et ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'on arrive à vivre avec le Covid. Parce que je ne crois pas qu'en 2021, et peut-être même jamais, il n'y aura plus de Covid. Et même avec le virus, avec le vaccin, le virus sera toujours là. Ce que j'espère réellement, c'est qu'en 2021, on arrive à vivre avec ça. C'est-à-dire qu'on sorte de la menace du confinement, des interdictions et qu'il y ait une vie à peu près normale, qui reprenne son cours et qu'on accepte aussi qu'il y ait ce virus qui
qui circule, même s'il circule moins, mais qui circule, qui est là, et que on puisse se reprojeter et refaire des projets à un peu plus long terme que la veille pour le lendemain. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'espère pour 2021. Merci mille fois, Flore. Merci à toi, Cyril. D'avoir partagé avec moi un peu ce bilan, cette analyse. Alors, c'est pas exhaustif, mais c'est sincère. Et c'était notre façon de vous livrer un petit peu nos remarques. Merci à Comexposium pour la coproduction de cet épisode, et surtout merci à vous tous qui écoutez attentivement ce podcast. C'est l'occasion de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, les meilleures possibles vu les circonstances. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la suite des Digital Doers avec des interviews toujours plus croustillantes. Merci et à bientôt. Au revoir.